Dans certaines sociétés, l'hospitalité allait bien au-delà du simple fait d'offrir un repas ou un abri. Il existait des communautés où accueillir un visiteur pouvait aussi prendre des formes que le monde moderne juge aujourd'hui surprenantes, notamment le fait de partager pour une nuit l'intimité du foyer. Sous les aurores boréales, dans les immensités glacées de l'Arctique, se dévoile l'existence des Esquimaux. On les a souvent décrits comme les véritables maîtres de l'Arctique, et pour cause. En dehors d'eux, rares sont les peuples ayant choisi de demeurer dans un environnement aussi extrême, où la température peut chuter à plusieurs dizaines de degrés sous zéro. 1. Les piliers de la société. Dans l'univers impitoyable de l'Arctique, les femmes esquimaux assument des tâches dont dépend directement la survie de toute la communauté. Leur rôle dépasse largement celui de gardienne du foyer au sens classique du terme. Elles maîtrisent depuis des millénaires l'art de conserver la nourriture, grâce à des techniques précises de fumage, de séchage et de fermentation du poisson et du gibier. Dans un tel milieu, la moindre erreur pouvait condamner une famille à la famine pendant le long hiver polaire. Mais leur influence ne s'arrête pas à l'organisation domestique. Elles occupent aussi une place centrale dans l'éducation des enfants, en leur transmettant les savoirs, les valeurs et les compétences indispensables à la vie dans un monde aussi exigeant. Dès le plus jeune âge, les enfants apprennent à respecter la terre, les animaux et l'équilibre fragile qui permet à leur peuple de continuer à vivre. Chasse et survie. Contrairement à une idée répandue, les femmes esquimaux ne restent pas uniquement à la maison. Elles prennent part à la chasse et à la pêche, des activités souvent perçues à tort comme exclusivement masculines. Il n'est pas rare qu'une femme sache manier parfaitement un kayak, poser des filets ou même participer à la chasse au gros gibier. Elles incarnent ainsi une force essentielle à la continuité de leur peuple, dans un environnement à la fois redoutable et majestueux. Leur contribution dépasse toutes les attentes liées au rôle traditionnel. Elles protègent, instruisent et nourrissent. En assurant la vie quotidienne comme la survie collective, elles demeurent le socle de leur société. Elles reflètent l'esprit même de l'Arctique, solide, résistant et inébranlable. 3. La pratique du partage d'épouses. Dans la société esquimau traditionnelle, il existait une coutume connue sous le nom de partage d'épouses. Avant de la juger avec des critères modernes, il faut d'abord comprendre ce qu'elle signifiait réellement et pourquoi elle avait vu le jour. Lorsqu'un homme rendait visite à un autre foyer dans les régions isolées de l'Arctique, l'hôte pouvait lui offrir non seulement de la nourriture et un abri, mais aussi la possibilité de partager le lit de son épouse pour la nuit. Vue d'aujourd'hui, cette pratique peut surprendre. Pourtant, elle n'était ni fondée sur la possession, ni sur le mépris. Bien au contraire. Dans les conditions rudes et isolées où vivaient les Esquimaux, la coopération n'était pas un simple idéal moral. Elle était indispensable à la survie. Cette coutume représentait une marque ultime de confiance et d'hospitalité. La femme n'y était pas considérée comme un bien appartenant à quelqu'un, mais comme une personne disposant de sa propre volonté. La décision reposait sur l'accord de tous, et le consentement de chacun était essentiel. Cette pratique renforçait les liens sociaux et les alliances entre familles ou groupes. Dans un monde où l'entraide pouvait décider de la vie ou de la mort durant l'hiver, ces relations étaient d'une valeur inestimable. Il faut toutefois préciser que cette coutume variait fortement selon les communautés et qu'elle était plus présente dans certaines régions que dans d'autres. Avec la modernisation de la société esquimau et l'influence croissante des normes mondiales, elle a presque totalement disparu. Elle reste néanmoins le témoignage d'une époque où la survie imposait des règles sociales particulières. 4. La véritable histoire du baiser esquimau. Quand on parle de baiser, on imagine généralement un contact entre les lèvres. Pourtant, chez les Esquimaux, ce geste prend une forme différente, souvent réduite à tort à un simple frottement de nez. En réalité, le baiser esquimau appelé kunik dans la langue autochtone est bien plus subtil. Ce n'est pas seulement un nez contre un nez, et ce n'est certainement pas une méthode inventée pour empêcher les lèvres de geler, comme on l'entend souvent. Le véritable kunik consiste à frotter doucement son nez contre la joue, le front ou la lèvre supérieure d'un proche, tout en respirant son odeur.
C'est un geste d'une grande intimité et d'une profonde signification. Cette pratique a d'abord été observée par des explorateurs occidentaux, puis popularisée à l'échelle mondiale lorsque le réalisateur Robert Flaherty vit une mère esquimau caresser tendrement son enfant avec le nez. Touché par la douceur de cette scène, il l'intégra dans son film révolutionnaire de 1922, Nanook of the North, premier long métrage à faire découvrir au monde le mode de vie et la culture esquimau. Ce qui rend ce geste encore plus singulier, c'est qu'il ne s'agit pas d'un signe romantique au sens occidental. Le kunit est réservé aux membres de la famille, surtout entre les mères et leurs enfants. Il exprime la chaleur du lien familial et la profondeur de l'attachement affectif. 5. La controverse autour de leur nom. Le mot même que nous employons, Eskimo, se trouve au cœur d'un débat important. Bien qu'il ait été largement utilisé dans le monde pour désigner les peuples Inuit et Yupik, son usage a fortement reculé en Amérique du Nord à la fin du XXe siècle. De nombreux Inuits du Canada, des États-Unis et du Groenland comprennent ce terme comme signifiant « mangeur de viande crue ». Dans la langue algonquienne parlée sur la côte atlantique, il peut également évoquer une idée de sauvagerie ou de violence. Comme ce mot a été surtout utilisé par les colonisateurs plutôt que par les peuples autochtones eux-mêmes, beaucoup le considèrent aujourd'hui comme péjoratif et offensant. Cependant, des linguistes de l'Université d'Alaska à Fairbanks soutiennent qu'il signifierait en réalité « fabricant de raquettes ». Une interprétation très différente de celle associée à la viande crue. Cette controverse a entraîné des changements importants dans le langage officiel des gouvernements et des institutions. Au Canada, le terme Inuit est utilisé pour désigner les personnes d'origine esquimau vivant dans les régions nordiques. Le gouvernement des États-Unis préfère l'expression Alaska Native pour parler des peuples autochtones d'Alaska, parmi lesquels figurent plusieurs groupes distincts. En 2010, le Conseil circumpolaire Inuit a adopté une résolution demandant aux scientifiques d'utiliser Inuit à la place de Esquimau. Cette demande n'a toutefois pas été acceptée par la communauté Yupik, qui estimait qu'un tel changement reviendrait à les assimiler aux Inuits. 6. Les tatouages comme amulettes. Chez les Esquimaux d'Amérique du Nord, ces tatouages traditionnels portent le nom de kakiniit. Il s'agit d'une coutume si ancienne et si profondément enracinée qu'elle a traversé les millénaires, presque sans changer. Selon les croyances esquimaux, ces tatouages aidaient les femmes à atteindre un lieu favorable dans l'au-delà et à y vivre heureusement après la mort. En 1945, l'anthropologue Sergei Rudenko observa que presque toutes les femmes esquimaux portaient des tatouages. À une époque où cet usage restait rare dans la majeure partie du monde, il était au contraire si répandu dans l'Arctique qu'il était presque impossible de rencontrer une femme non tatouée. Ces motifs n'avaient rien d'aléatoire. Ils étaient précis, codifiés et chargés de sens. Sur le visage, les dessins racontaient une histoire. Des lignes partaient des yeux, longeaient le nez jusqu'au menton, puis se prolongeaient vers les mains. Au-dessus des sourcils apparaissaient des formes rappelant des pattes de corbeau. Sur les joues, des motifs entrelacés évoquaient des ornements délicats. Souvent, ces tatouages étaient réalisés avant le mariage, car une jeune fille non tatouée avait beaucoup plus de mal à trouver un bon époux. La méthode employée était particulièrement douloureuse. On utilisait un fil fabriqué à partir de fourrure ou de tendon animal, imprégné de charbon chaud ou de suie, puis tiré sous la peau. Malgré la souffrance, les jeunes filles acceptaient cette épreuve, convaincues qu'elle leur apporterait beauté et bonheur familial. Au début du XXe siècle, les missionnaires ont interdit la pratique des kakinites, qu'ils jugeaient mauvaise. Pourtant, elle n'a jamais totalement disparu et a continué à être préservée par certaines femmes esquimaux. 7. Les sous-vêtements en peau de phoque. Au XIXe siècle, les femmes inuites du Groenland ont créé un type de sous-vêtement appelé naatsit, si bien adapté à son environnement qu'il ferait presque paraître les technologies vestimentaires modernes moins ingénieuses. Les naatsit étaient confectionnés en cousant avec soin des morceaux de peau de phoque à l'aide de fils en tendons de renne ou de baleine. Ils étaient souvent décorés de perles de verre. Détail ingénieux. La fourrure du phoque était tournée vers l'extérieur.
Ces culottes en peau de phoque n'étaient pas réservées aux moments intimes avec un partenaire. En été, à l'intérieur des habitations, elles constituaient souvent le seul vêtement porté sur le bas du corps. Au XVIIIe et XIXe siècle, des missionnaires danois tentèrent avec insistance de convaincre les Inuits d'adopter des sous-vêtements européens en lin qu'ils jugeaient plus pratiques et plus confortables. Leurs efforts restèrent sans effet. À cette époque, les femmes considéraient les modèles européens moins séduisants et moins beaux que leurs naatsit en peau de phoque. Aujourd'hui encore, on peut admirer ces vêtements remarquables au Musée national du Danemark, où ils sont exposés parmi d'autres exemples d'habits esquimaux en fourrure. L'igloo, prouesse d'ingénierie. Si l'on remonte de 4000 à 5000 ans en arrière, on trouve les ancêtres des tribus esquimaux installés dans les terres sibériennes. Mais cette région était trop pauvre pour permettre une vie durable. Ils ont donc franchi le détroit de Bering à la recherche d'un nouveau territoire. Certains sont descendus vers des zones plus clémentes, tandis que d'autres se sont établis en Alaska, en Amérique du Nord. Plus tard, plusieurs groupes ont poursuivi leur route jusqu'au Groenland. Les régions qu'ils ont choisies comptent parmi les plus froides du globe. Pour résister à un tel climat, ils ont construit des maisons de neige appelées kswe ou igloos. Ces abris étaient faits de blocs de glace compactés. Une moitié de la structure se trouvait au-dessus du sol, l'autre en dessous, ce qui leur donnait une faible hauteur. Leur forme en dôme, leur ouverture supérieure et leur petite entrée permettaient de conserver la chaleur à l'intérieur tout en bloquant les vents glacés. Dans ces habitations de glace, on utilisait des lampes alimentées à l'huile ou à la graisse animale pour produire de la chaleur. Ajoutée à celle des corps humains, cette chaleur faisait souvent monter la température intérieure entre 50 et 59 degrés Fahrenheit, soit bien au-dessus du point de fusion de la glace. Pourtant, les parois restaient étonnamment fines, seulement 2 à 4 pouces. Cela soulève une question évidente, pourquoi ces maisons de glace ne fondaient-elles pas? En réalité, une légère fonte se produisait parfois, mais jamais au point de faire s'effondrer l'ensemble. Dès que la surface se ramollissait, elle regelait aussitôt sous l'effet du froid extérieur et du contact avec les autres blocs, dans un environnement généralement compris entre -40 et -4 degrés Fahrenheit. De plus, l'air chaud produit par le feu montait naturellement et s'échappait par l'ouverture supérieure, évacuant ainsi l'excès de chaleur. Les Esquimaux plaçaient aussi leurs lampes exactement au centre de l'igloo afin d'éviter que les parois ne fondent. Trop près des côtés, la glace aurait pu se transformer en eau avant de regeler. En général, un igloo abandonné restait debout jusqu'au changement de saison, moment où il finissait par disparaître. 9. Le régime ultime pour survivre. Dans cette région, l'obstacle ne se limite pas au climat. La nourriture constitue elle aussi un défi majeur. Pour beaucoup d'entre nous, manger des légumes chaque jour paraît banal. Pour les Esquimaux, en revanche, les végétaux sont rares. Les conditions extrêmes de l'Arctique rendent presque impossible la culture des plantes et des légumes. C'est pourquoi ils se tournent vers les tubercules et les fruits sauvages qu'ils trouvent dans la nature. Ces maigres ressources végétales sont soigneusement stockées et conservées pour durer longtemps. Heureusement, les légumes ne forment pas la base de leur alimentation. Leur nourriture essentielle, c'est la viande crue. Dans une terre froide toute l'année, l'apport nutritif est vital. Ils considèrent que les protéines aident le corps à rester fort et à supporter les hivers rigoureux. La majeure partie des réserves pour la saison froide provient donc des animaux qu'ils chassent. La viande de phoque occupe une place centrale. Ils consomment également du saumon, du cabillaud, de la baleine et d'autres animaux marins. En été, ils chassent le renne et l'oie. En hiver, l'ours polaire, le renard et le lièvre. Parmi les mets les plus appréciés figurent la viande de phoque et de renne, le foie de morse et la peau de baleine. 10. Une évolution physique adaptée à l'Arctique. Bien qu'ils vivent dans un univers glacé peuplé de grands animaux, les Esquimaux ne sont généralement pas de grande taille. Un adulte mesure en moyenne environ 5 pieds 3 pouces, soit près de 1,60 m. Et l'écart de taille entre hommes et femmes reste faible. Ils partagent souvent plusieurs traits physiques. Une peau brun clair, des cheveux noirs et raides, des yeux foncés,
un visage large et des pommettes hautes. Malgré leur gabarit modeste, ils possèdent une remarquable résistance au froid extrême. Avec une simple parka en fourrure, ils peuvent supporter des températures descendant à plusieurs dizaines de degrés sous zéro. Cela vaut surtout pour les adultes. Chez les très jeunes enfants, le défi est encore plus grand. Les bébés sont donc presque entièrement enveloppés de peau animale. Seuls les yeux restant visibles. Peu à peu, cet environnement rude forge une endurance exceptionnelle. Ces enfants tombent rarement malades, et avant même de savoir courir, ils se sont déjà adaptés au sol gelé. Si les Esquimaux parviennent à vivre dans les régions les plus froides de la planète, c'est aussi grâce à une particularité génétique qui leur permet de traiter les graisses de manière très efficace. Grâce à cela, ils peuvent consommer de grandes quantités de graisse de phoque sans craindre autant de problèmes cardiaques, tandis que cette graisse contribue à maintenir leur corps au chaud. Des recherches suggèrent que ces variations génétiques sont apparues il y a environ 20 000 ans, favorisant une baisse de l'insuline et du mauvais cholestérol LDL. En contrepartie, elles limiteraient leur taille et leur poids, mais elles leur offrent un avantage décisif dans les conditions sévères des régions polaires. 11. Transport et compagnons fidèles. Leur manière de se déplacer est elle aussi très particulière. Les Esquimaux n'utilisent pas la voiture ou la moto comme dans d'autres sociétés. Sur la terre ferme, ils comptent surtout sur les traîneaux à chiens. Sur l'eau, ils utilisent des kayaks longs et étroits conçus pour glisser avec facilité à la surface. Ils accordent un grand soin à leurs chiens, en cherchant toujours à élever des animaux robustes, aux yeux clairs et à la fourrure épaisse. Des rituels sont même pratiqués pour les chiots nouveau-nés afin qu'ils grandissent bien et deviennent solides. Aux yeux des Esquimaux, ces compagnons fidèles possèdent des qualités proches des leurs, notamment la force et l'endurance. Leur rapidité et leur capacité de bond impressionnent. Même dans le froid intense, un attelage d'une dizaine de chiens tractant un traîneau chargé de provisions peut parcourir plus de 18 miles, soit environ 30 km, sans difficulté. 12. Une culture d'une grande richesse. Il ne faut pas croire que la vie dans ces régions lointaines et hostiles soit monotone ou vide d'événements. Même si la population esquimau mondiale n'est aujourd'hui que d'environ 2 à 3 millions de personnes, cette communauté conserve une identité culturelle forte. Au printemps, elle célèbre l'arrivée de la nouvelle saison. En été, elle marque le retour des mois plus doux par d'autres fêtes. En automne, elle organise des festivités liées à la chasse aux rennes, aux phoques et à la baleine. L'hiver, lui, donne lieu à des événements consacrés à la construction d'abris, à la sculpture de figures animales dans la glace et à la confection de vêtements à partir de la fourrure d'ours, de renard, de renne, de phoque et d'oies des neiges. Il existe aussi des célébrations centrées sur la fabrication d'outils à partir de bois de renne, de dents d'ours, de dents de loup et d'os de baleine. D'autres sont dédiées à la construction des kayaks et des umiaks. D'autres encore prennent la forme de compétitions de traîneaux à chiens. Ces rassemblements incluent souvent des rituels en l'honneur des esprits et des chamans, contribuant à une image culturelle unique. Un mets traditionnel apprécié est l'utak, souvent surnommé glace esquimau. Il est généralement préparé avec des framboises, de la graisse de phoque, du poisson et de la viande de renne. Le thé chaud et la pâte frite dorée et croustillante font aussi partie des aliments du quotidien. Les habitants s'assoient volontiers dehors, malgré le froid, pour se réchauffer avec du thé brûlant, tout en partageant ces morceaux de pâte frite. 13. Entre deux mondes. Ce qui frappe le plus chez la femme esquimau moderne, c'est sa capacité à évoluer entre deux univers très différents. Elle porte avec fierté sa parka traditionnelle, consciente qu'elle reste parfaitement adaptée aux réalités de l'Arctique, mais elle sait aussi adopter des vêtements occidentaux lorsque le contexte l'exige. Elle transmet l'héritage de sa culture tout en participant activement au changement, en remettant en question certaines normes pour les adapter au présent. Il faut imaginer un quotidien où l'on se réveille face à la beauté austère de la toundra gelée, avant d'allumer un ordinateur pour se relier au reste du monde.
Il faut imaginer des traditions vieilles de milliers d'années, coexistant avec des technologies et des possibilités qui auraient été inimaginables pour la génération précédente. Voilà la réalité quotidienne de nombreuses femmes esquimaux aujourd'hui. Les défis sont immenses. Elles subissent la pression de préserver un mode de vie menacé par la mondialisation et le changement climatique. Elles souhaitent aussi accéder à l'éducation et à des carrières dont leurs aïeuls étaient privés. À cela s'ajoute la difficulté de concilier liberté personnelle et responsabilité communautaire héritée de la tradition. Malgré tout, elles montrent une aptitude remarquable à maintenir cet équilibre. Elles conservent leur identité culturelle, transmettent les traditions anciennes aux plus jeunes, fréquentent l'université, s'engagent dans des professions autrefois inaccessibles et contribuent de manière importante à leur communauté, comme au monde en général. Ce qui les rend particulièrement remarquables, c'est qu'elles ne renoncent ni à leur héritage pour entrer dans la modernité, ni à la modernité pour sauver leur héritage. Elles inventent une synthèse nouvelle, capable d'honorer le passé tout en construisant l'avenir. Elles démontrent ainsi que les cultures autochtones ne sont pas condamnées à choisir entre tradition et progrès. Elles peuvent réunir les deux et offrir au monde moderne des regards et des réponses dont il a profondément besoin. 14. Répartition mondiale et gouvernance. Aujourd'hui, environ 160 000 à 180 000 Esquimaux vivent répartis dans 4 pays, chacun présentant ses propres structures politiques, ses défis et ses possibilités. Aux États-Unis, environ 54 000 Esquimaux vivent en Alaska, où ils sont connus sous le nom d'Inupiat et reconnus comme peuple autochtone d'Alaska. Ils représentent une part modeste mais importante de la population de l'État, regroupés dans 34 villages du borough de North Slope et de la région du détroit de Bering. En 1993, le gouvernement fédéral a accordé une reconnaissance officielle aux tribus autochtones d'Alaska, ouvrant à ces communautés la possibilité de conclure directement des contrats avec l'État fédéral afin d'obtenir des avantages pour les peuples autochtones. Cette évolution a favorisé la mise en place de nombreux gouvernements tribaux régionaux sur les terres inupiates. Même si leur structure et leurs services diffèrent, ils ont tous pour priorité la protection sociale, notamment dans les domaines de l'éducation, du logement et de la préservation culturelle. Il s'agit là d'un exemple remarquable d'autonomie autochtone et d'adaptation de mécanismes politiques modernes aux besoins des communautés traditionnelles. Mais l'exemple le plus marquant d'autogouvernance esquimau se trouve au Canada, où vivent environ 70 000 Esquimaux, majoritairement Inuits. Ils sont concentrés dans les régions du Nunavut, de l'Inuvialuit, du Nunavik et du Nunatsiavut. Le Nunavut abrite la plus grande partie de la population esquimau du pays, avec environ 30 865 habitants représentant 84,3% de la population du territoire. Le Nunavut présente une caractéristique exceptionnelle. Il couvre 1837 000 km², soit une superficie supérieure à celle de nombreux pays, tout en affichant l'une des densités de population les plus faibles du monde, avec seulement 0,02 habitants par km². Le 1er avril 1989, ce territoire a été officiellement séparé des territoires du Nord-Ouest et attribué aux Inuits afin qu'ils disposent de leur propre gouvernement autonome. Le nom Nunavut, qui signifie « notre terre » en langue inuite, correspond à la première grande modification de la carte politique canadienne en un demi-siècle. Son économie est gérée par les Inuits et par le gouvernement territorial. Les principales activités sont l'exploitation minière, la prospection pétrolière et gazière, l'artisanat, la chasse, la pêche, la chasse à la baleine, le tourisme, les opérations militaires et la recherche. Au Danemark, environ 66 000 Esquimaux vivent sur le territoire danois, dont 51 000 au Groenland. Les Groenlandais représentent près de 90% de la population du Groenland, même si de nombreuses familles sont aujourd'hui métissées à la suite de mariages entre Esquimaux et Danois. Cela a donné naissance à une société biculturelle originale, où les habitants peuvent parler à la fois les langues autochtones et le danois. En Russie également, environ 2000 Esquimaux vivent en Sibérie, dans l'extrême-orient russe, principalement des Yupiks, installés le long de la péninsule des Tchouktchès.
De nombreux chercheurs pensent que cette communauté résulte d'une migration de retour depuis l'Alaska vers la Sibérie, soit vers le point de départ ancien de leur histoire. 15. La crise du changement climatique. Nous arrivons ici à ce qui est sans doute la réalité la plus douloureuse et la plus urgente de la vie esquimau contemporaine. Pendant des milliers d'années, ces peuples ont vécu dans les conditions rudes de l'Arctique, avec une certaine stabilité, parce qu'ils pouvaient compter sur des ressources alimentaires abondantes et durables. Mais aujourd'hui, le changement climatique et le réchauffement global accélèrent la fonte des glaces, réduisant la couverture neigeuse et le pergélisol qui structurait autrefois leur territoire. Selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies, cette région se réchauffe à une vitesse 3 fois supérieure à la moyenne mondiale. Les anciens ne peuvent plus se fier à leur expérience de toujours pour choisir des itinéraires sûrs sur la glace. Les changements brusques de météo modifient également les routes migratoires des animaux, raccourcissent les saisons de chasse et menacent la sécurité alimentaire. L'implantation croissante de sites de forage pétrolier dans l'Arctique provoque une pollution atmosphérique importante, nuisant à la santé des populations locales. Cette situation est devenue l'une de leurs préoccupations les plus graves, dépassant même les blizzards ou les rencontres avec les animaux sauvages. Ceux que l'on considérait autrefois comme les véritables habitants de l'Arctique vivent désormais dans l'incertitude face aux bouleversements rapides de leur environnement. C'est pourquoi ils renforcent leurs liens avec les gouvernements nationaux et soutiennent les initiatives destinées à ralentir le changement climatique dans la région. La communauté internationale s'est elle aussi exprimée sur les inégalités qu'ils subissent, sur les difficultés auxquelles ils font face et sur la nécessité de protéger leur patrimoine culturel. Chaque printemps, le gouvernement canadien organise des programmes de camping pour les familles esquimaux dans les établissements arctiques afin de leur transmettre des connaissances sur le changement climatique, de leur apprendre à s'adapter aux nouvelles conditions météorologiques et de les former à l'usage d'outils modernes dans la vie quotidienne. Nous venons de parcourir 15 réalités saisissantes sur la vie esquimau, et elles révèlent une culture bien plus complexe, ingénieuse et remarquable que ce que l'on imagine souvent. Du rôle fondamental des femmes, véritable pilier de la société arctique, aux anciennes pratiques comme le partage d'épouses qui bousculent nos conceptions modernes des liens humains et de la solidarité. De la vraie signification du baiser esquimau à la controverse qui entoure jusqu'à leur nom. Nous avons vu comment les femmes esquimaux d'aujourd'hui concilient héritage ancestral et horizon contemporain, comment ces peuples ont bâti des formes de gouvernance originales dans 4 pays différents, et comment ils affrontent désormais la menace existentielle du changement climatique, non seulement pour leur propre avenir, mais aussi pour celui de la planète entière.